Bâtir un réseau d'entreprise moderne, c'est pas juste brancher quelques câbles dans une baie de brassage, hein. C'est littéralement concevoir une forteresse numérique de bout en bout. Bienvenue dans cette explication détaillée où notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment maîtriser Windows Server 2019 en partant de zéro. C'est une tâche monumentale, c'est vrai, et ça demande une précision chirurgicale, parce que la moindre petite erreur de conception au départ, elle peut fragiliser tout le système d'information. Bref, c'est une plongée fascinante au cœur des rouages qui maintiennent les données des plus grandes entreprises à l'abri. Pour démarrer, prenons cette citation assez inspirante tirée de nos sources. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Alors oui, ça sonne très philosophique, mais le lien avec la réalité technique est en fait super direct. Rêver d'une infrastructure mondiale fluide, ultra résiliente et sécurisée, c'est génial, mais ça repose entièrement sur la maîtrise technique. Sans des bases irréprochables et sans comprendre parfaitement comment les protocoles interagissent, même les projets technologiques les plus ambitieux finissent par s'effondrer. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le plan d'action d'aujourd'hui est très systématique. On va commencer par les bases absolues du serveur, enchaîner avec la gestion centralisée, puis on s'attaquera à la sécurité des sites distants, pour enfin boucler la boucle avec les limites et les fameux rôles de maître d'opération. On attaque donc la première phase, poser les fondations. Il s'agit d'établir un socle extrêmement solide avant même d'envisager de configurer un quelconque contrôleur de domaine. Ce qui est vraiment intéressant avec ces prérequis, c'est qu'ils garantissent une installation sans accroc, que l'on parte d'une feuille blanche ou qu'on fasse une mise à niveau depuis les versions 2012 ou 2016. Les sources insistent là-dessus, il faut absolument avoir son environnement virtuel prêt, vérifier son BIOS et maîtriser l'adressage IP ainsi que la ligne de commande. Pourquoi est-ce si critique? Parce que si on rate cette étape, si l'environnement virtuel est mal configuré dès le départ, c'est toute l'architecture Active Directory qui risque de planter de façon catastrophique plus tard. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va s'appuyer. Passons à la suite. Voyons comment ces fondations nous amènent à la gestion pratique du réseau, en nous concentrant sur le contrôle centralisé. Les objets de stratégie de groupe, les fameuses GPO, c'est littéralement la baguette magique des administrateurs. Pour comprendre à quel point c'est un game changer, imaginez un peu l'alternative. Un administrateur système qui devrait courir de bureau en bureau, brancher une clé USB et mettre à jour chaque PC un par un. C'est juste impensable, non ? Les GPO règlent ce problème d'entreprise avec une efficacité redoutable. On peut sécuriser et configurer 1 millier de machines en une fraction de seconde, le tout sans bouger de sa chaise. Et voici la procédure exacte, étape par étape, pour imposer un standard dans toute l'entreprise. Disons qu'on veut déployer Google Chrome avec des règles strictes. Les modèles ADMX et ADML, ce sont un peu les plans de construction. On les intègre au système central, on définit nos règles, et là, l'étape 4, c'est le déclencheur ultime. Un simple gp update/force dans la ligne de commande et bam, l'environnement de travail de toute la boîte est mis à jour instantanément. Des heures de travail manuel fastidieux remplacées par une ligne de commande. Puissant, n'est-ce pas? Mais ça soulève une question fondamentale. Que se passe-t-il quand le réseau s'étend physiquement vers un endroit vulnérable? Imaginons une petite succursale dans un autre pays. Souvent, les serveurs y sont posés dans un placard à balai, même pas verrouillé. Il n'y a personne sur place pour gérer l'informatique, et le risque de vol est réel. Comment, dans des conditions aussi précaires, peut-on maintenir le même niveau de sécurité qu'au siège social? Ce qui nous amène directement à un défi d'architecture passionnant, la sécurisation de ces avant-postes lointains, sans mettre en danger tout le réseau principal. La solution absolue proposée par nos sources, c'est le RODC, le contrôleur de domaine en lecture seule. Il est conçu sur mesure pour protéger les succursales locales tout en optimisant massivement la bande passante. Faut y penser. Sans ce serveur sur place, chaque petite requête de connexion devrait traverser Internet jusqu'au siège. Bonjour les temps de latence et les bouchons sur le réseau. Avec le RODC, la majorité des requêtes sont traitées localement. Le trafic reste ultra rapide. Si on fait une comparaison directe, le RWDC, c'est le contrôleur classique. Il a toutes les clés de la maison et on peut tout modifier dessus. Mais placer ça dans un lieu vulnérable, c'est suicidaire. Si un attaquant vole ce serveur, il devient maître de tout le réseau mondial. Et c'est là que le RODC intervient. Il contient seulement une partie des données et surtout, on ne peut pas les modifier. C'est littéralement une voie sans issue pour les pirates. Une brèche physique locale ne pourra jamais remonter jusqu'à la forêt Active Directory principale. Pour bien visualiser, c'est un peu comme le fonctionnement d'une ambassade. C'est une excellente analogie. L'ambassade, elle a une copie des lois pour aider les citoyens sur place, pas de souci. Mais elle n'a absolument pas le droit de modifier la constitution du pays, ni de stocker les secrets d'État les plus critiques. C'est exactement pareil pour le RODC. Il donne aux utilisateurs l'accès dont ils ont besoin pour bosser, mais il ne gardera jamais en mémoire les mots de passe des grands administrateurs de l'entreprise sur ce site peu sécurisé. Concrètement, le déploiement demande de suivre quelques étapes précises sur ce second serveur. On le transforme en fait en un proxy ultra intelligent. Après l'avoir joué en domaine et promu en RODC, il va agir comme un filtre. Il gère ce qu'il peut tout seul en local, et dès qu'il y a une demande sensible qu'il ne connaît pas, il passe le relais au grand patron distant, le serveur principal. C'est une délégation d'administration chirurgicale.
Et pour que tout ce beau système tienne la route, il faut comprendre les règles absolues du réseau. C'est le moment d'aborder la dernière partie de cette analyse, les limites et les rôles FSMO. Alors, les rôles FSMO, voyez ça comme les juges suprêmes de l'infrastructure. Si on a des dizaines de serveurs dans le monde et que 2 d'entre eux essaient de modifier la base de données principale exactement en même temps, c'est le crash assuré de l'annuaire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le split brain, le syndrome du cerveau divisé. Un vrai cauchemar. Les rôles FSMO sont là pour empêcher ça. Ils garantissent que certaines actions hypersensibles ne peuvent être faites qu'à un seul et unique endroit. C'est l'autorité ultime. Et si on regarde les règles, elles sont strictes. Un RODC ne pourra jamais, au grand jamais, détenir un de ces rôles maîtres, ni devenir le contrôleur principal. C'est tout bonnement impossible. Toute tentative de modification depuis la petite succursale sera bloquée net. Et attention, ce n'est pas juste une petite recommandation de l'entreprise, c'est un mur de sécurité codé en dur directement dans Windows Server. Aucune bidouille locale ne peut contourner ça. Alors, pour conclure cette explication, prenons un peu de recul. Des fondations virtuelles impeccables, une standardisation massive grâce au GPO et la protection des zones à risque avec les ORODC, on voit bien que concevoir un réseau, c'est vraiment un art. Et ce qui est fascinant, c'est l'avenir que tout ça nous réserve. L'industrie va vers du minimalisme extrême. On parle de Docker, de Windows Server Core, des environnements sans aucune interface graphique pour réduire les risques d'attaque au maximum. L'architecte IT est en pleine mutation. On abandonne la souris pour tout orchestrer en ligne de commande. Ça promet des réseaux littéralement impénétrables. La vraie question maintenant, c'est de savoir à quelle vitesse les entreprises vont s'adapter à cette nouvelle réalité.